Yo, bienvenue dans le premier vrai épisode de la Narcopédia Universalis. On va parler de la drogue la plus consommée du monde, de celle qui coûte le plus cher en termes de soins à l'humanité et qui paradoxalement génère le plus de bénéfices, la substance qui tue de manière directe le plus d'humains sur Terre. Nous parlons bien évidemment du tabac. Ouais, je sais, gros build-up pour parler de clope. Mais en même temps, on commence avec un très gros morceau malgré sa légalité. Beaucoup d'entre nous ont choisi, ou pas d'ailleurs, de s'emplir les poumons de fumée. Le tabac occupe une place somme toute particulière dans notre culture, autant décrié par les toubibs que favorisé par des industriels cyniques se remplissant les poches sur notre cancer. Parce qu'on nous chie des campagnes de sensibilisation à ces méfaits et des taxes pour nous dire que l'abus de tabac à 7 € chez votre buraliste préféré est dangereux pour la santé. Tout le monde, même les non-fumeurs, connaissent le fumer tue. Et pourtant, le tabac n'a pas toujours été diabolisé. Et je parle pas juste des années 50 et de ces pubs à base de fumer soit une asthme, la bronchite, l'impuissance, la nausée, le besoin d'amour, la guerre, les mauvaises adaptations de romans au cinéma, les hipsters qui disent grave. Non. Le tabac a d'abord servi de remède avant d'être un plaisir coupable. Lors de la découverte du futur royaume de Donald Trump par Christophe Colomb, celui-ci, Colomb, pas Trump, bien que ce dernier en soit un beau de Colomb, trou du cul, blague, rire, drôle, humour, t'as compris? Bon, c'est pas ma meilleure, mais j'aime bien. Bref, lors de la découverte des Amériques, on observa que les autochtones consommaient d'une plante en la fumant. Alors après renseignement, ils nous apprirent que celle-ci avait des vertus d'anti-stress, d'empêcher l'endormissement et de flinguer les parasites intestinaux. Ils la mâchaient, la fumaient, la chiquaient et même l'ingéraient afin de se purger. Pour vomir, quoi. Faut reconnaître que pour ça, au moins, ça devait être efficace, oui. Et en plus, les gaillards étaient inventifs. Ils la fumaient déjà en cigare, mais la version alpha test roulée dans une feuille de palmier. Alors, nos chers ancêtres colonisateurs se sont dit que ce serait sympa d'en ramener à la maison. En Europe, on n'avait pas grand-chose pour se ravager la tête à part l'alcool. C'est pas faute de connaître les bonnes plantes en plus, mais l'opium par exemple était peu présent, et surtout en guise de remède. Ainsi, dans les cours royales espagnoles et portugaises, commença à fleurir des plants de tabac. C'est assez bizarre, mais ça a d'abord servi de plante d'ornement. Mais sachez que la fleur de tabac sent très bon. Hein? Quoi, on s'en branle? Oui, bon, un peu. En France, ce sera un moine, André Tevet. TV. J'ai aucune idée de comment ça se prononce. André Tevet, qui en ramènera des graines et en fera pousser du côté d'Angoulême. Mais la plante rencontrera un franc succès lorsque Jean Nicot la prescrira au fils de Catherine de Médicis, François II, pour soigner ses maux de tête. Parce que... pourquoi pas? Le pire, c'est que ça fonctionne si bien que tous les bons apothicaires se mettront à le vendre en poudre. À partir de là, c'est la teuf chez les nobles d'Europe. Le tabac devient à la mode et on soigne tout et surtout n'importe quoi en sniffant du tabac. À l'époque, on aimait bien priser le tabac. On le fume aussi un peu, mais il est surtout vendu en poudre comme médicament. Oui, comme médicament. Aujourd'hui, ça paraît aussi logique que de boire du gasoil contre le mal de ventre. Et le pire, c'est que déjà à la fin du 18e, on se dit que c'est peut-être un peu une cause de cancer, peut-être des fois par inadvertance. Mais bref, reparlons un peu de Jean Nicot. Plus précisément de son nom, Nicot. C'est d'après lui qu'on nommera la plante Nicotiana tabacum durant le 16e et quelques siècles plus tard, la molécule active principale, la nicotine. Comme quoi, rien ne sert de découvrir une chose. Il suffit d'être le premier à rapporter son existence à la bonne personne. N'est-ce pas, monsieur Vespucci? La démocratisation va se faire lentement, mais sûrement, telle une tumeur sociale, en changeant peu à peu de méthode de consommation. Priser, chiquer, fumer à la pipe d'abord, puis rouler en cigarette à partir du 19e. On arrive enfin au clope que tout le monde connaît à l'entre-deux-guerres avec les Indus. D'abord sans filtre, il faudra encore attendre quelques décennies pour que les clopes se dotent de filtres. Vous vous souvenez quand j'ai dit que c'était la teuf chez les nobles? Ben là, c'est l'orgie cancéreuse chez tout le monde. Les hommes, les femmes, les ados, les riches, les pauvres, tout le monde fume. Il y aura des pubs, des centaines de marques, et au pinacle de tout ce bordel se tiendront et se tiennent toujours les lobbies. On va quand même se rendre compte que c'est un peu abusé, que le produit est dangereux, alors à partir de la moitié du 20e, on va déconstruire toute la propagande pro-tabac et faire des campagnes de sensibilisation aux méfaits de la cigarette. Puisque ce truc est aussi décrié pour sa dangerosité, pourquoi les Amérindiens, Winston Churchill et Popeye fument-ils? Pour plusieurs raisons. Je m'énerverai sur l'aspect social plus tard. Tout d'abord, parlons biochimie.
Parce qu'on parle d'une plante qui contient des milliers de molécules différentes. Des toxines organiques, des alcaloïdes, des hydrocarbures, des métaux lourds, des molécules inorganiques diverses, des acides, des résidus de combustion, genre monoxyde de carbone, et même des fucking éléments radioactifs. Mais tout ça, c'est pas ce qui rend accro. Pour l'addiction, c'est dû à un alcaloïde bien précis, la nicotine. Si vous avez suivi, vous repensez à Jean Nico. Ce qui ne sert à rien. Le mec vivait à une époque où on connaissait même pas les atomes. Alors la nicotine, ce mec est quand même un champion de l'imposture. Ainsi, cette molécule agit à peine 10 à 20 secondes après absorption et va se caler dans les récepteurs nicotiniques. Putain, j'adore ce mec. Ces récepteurs sont notamment dans une partie du cerveau appelée circuit de la récompense, qui, lorsqu'il est stimulé, sécrète de la dopamine, l'hormone du bonheur, et de l'adrénaline qui réveille, d'où l'effet agréable. Et donc, on dérègle l'équilibre hormonal de notre cerveau qui s'habitue à contenter son système de la récompense avec de la nicotine. Ainsi, il fait la gueule quand on ne lui en donne plus. C'est le principe de l'addiction physique. C'est le corps directement qui manque de quelque chose, contrairement à l'addiction psychique qui est liée à une pratique, à l'état d'esprit induit par une substance qu'on veut retrouver. Et généralement, l'une arrive avant l'autre. Dans le cas du tabac, la psychologie incite à refumer avant que le corps finisse par se plaindre de ne pas avoir sa dose. Et le pire, c'est qu'une fois le geste enraciné dans le cerveau jauni du fumeur, la nicotine devient un besoin de celui-ci puisque l'équilibre hormonal prend en compte celle-ci. Et étonnamment, il est plus dur de se passer du geste de fumer que de la nicotine en elle-même. C'est la cause de la fréquente inutilité des patchs. Le problème de la cigarette est donc triple. Elle provoque une addiction psychique et physique, poussant à la consommation qui elle-même nuit gravement à la santé et entraîne parfois la mort. On le sait, fumer tue. Tout le monde le sait. C'est marqué sur chaque pochon de tabac, chaque paquet de blonde, chaque pot de tabs et c'était même marqué sur mon bang. Alors oui, fumer tue, et de manière vicieuse en plus, puisqu'on en meurt suffisamment lentement pour y prendre du plaisir. Les problèmes que le tabac peut causer sont légion, et n'étant pas un reportage Arte diffusé à 3h du mat, je ne peux pas tous les exprimer ici, alors citons en pagaille le trio de tête, cancer, AVC et crise cardiaque. Mais ça c'est la partie gravissime du problème. En tant que fumeur, on rencontre d'autres problèmes du quotidien, plus simplistes, mais gênants sur la longueur. On manque de souffle lors d'activités physiques, on tousse, on peste sur ce putain de tabac qui n'a ouvert que le matin les dimanches. Plein de petits trucs qui sont suffisamment casse-couilles pour qu'on râle. C'est un ensemble de choses, s'insérant dans la vie de tous les jours et auxquelles on finit par ne plus prêter attention. Bien sûr, ce n'est pas insurmontable, mais c'est suffisant pour aménager son style de vie en conséquence. L'aspect le plus gênant des contraintes du quotidien est d'ordre pécunier. Prenons un fumeur lambda. Son paquet de vin blonde dure entre 1 et 3 jours. Oui, je suis optimiste des fois. Ou son paquet de tabac à rouler 3 à 5 jours. Les blondes sont à 7 € en moyenne à l'heure où j'écris cette vidéo, et le tabac à rouler en 30 grammes autour de 8,50 €. Maintenant, fais le calcul de ce que ça coûte. Je te le laisse pas longtemps, fais pause si tu veux flipper. Je suis un gros fumeur, mais genre gros. Doit pas y avoir une ligne de Narcopédia décrite sans cendre maladroitement droppée sur mon clavier. Et j'en ai pour un peu plus de 150 € par mois. Ça fait... merde, presque 2000 € par an. Bon, mais bref, c'est là que le bas blesse. Et encore une fois, ce n'est que l'aspect économique d'être fumeur. Quand tu sais qu'en plus tu dépenses autant d'argent pour développer la cause de ta mort, ça met sérieusement les nerfs. En France, ce sont les taxes qui font la majeure partie du prix du tabac, à hauteur de 70% en comptant ce qui est reversé à la Sécu, et la deuxième plus grosse partie du prix revient aux cigarettiers. L'industrie du tabac est un magnifique exemple de pourquoi le pire des mondes se porte si bien. On parle ici de dealers internationaux assurant une production phénoménale d'un produit dangereux et addictif et engrangeant des revenus dépassant le PIB de petits pays. Ouais, on en est là. Rien qu'en France, c'était 15,5 milliards € de bénéfices en 2012, juste pour les blondes. Ce chiffre est important, on en reparlera. Les principaux groupes responsables de cet état de fait sont économiquement liés par la loi du marché. Ils sont en concurrence directe, mais ils sont aussi participants et instigateurs de sphères d'influence gigantesques dépassant très largement le domaine de l'industrie, les lobbies. Ce sont des groupes de personnes, d'entreprises, se battant pour défendre leurs bénéfices sur tous les plans. Ils ont une influence considérable sur l'économie, la politique, le marché du travail, tout ce qui peut leur permettre de générer plus de bénéfices. On entend parler de lobby dans de nombreux domaines tels que le marché des armes, de l'OGM, du nucléaire, que des trucs super sympas qu'on associe volontiers à la joie, au bonheur et au sourire d'enfant, n'est-ce pas? Ils font pression sur les gouvernements grâce à des positions fermement défendues au sein des hommes politiques, mais aussi grâce à la corruption, au chantage ou à la manipulation de marché.
Aujourd'hui, en France du moins, le lobby du tabac a moins de pouvoir qu'il y a 50 ans. Toutes les sanctions qu'on a imposées afin de réduire son influence finissent finalement par fonctionner. Il ne faut pas sous-estimer les esprits machiavéliques à la tête de cette organisation. Lors de la mise en place des paquets neutres, les cigarettiers ont menacé de traîner en justice l'État français et de lui réclamer 20 milliards d'euros pour expropriation de marque. Des connards en chef, je vous dis. Et les cultures de tabac sont dans des pays où les employés sont suffisamment sous-payés pour obtenir un bénéfice supplémentaire alors que le coût de production est déjà risible. Le paquet que t'achèteras 10 € en 2020 ne coûte que 12 centimes à produire. On va revenir à cette histoire de bénéfices. Les 15,5 milliards d'euros là, ça fait une somme, n'est-ce pas ? Et du coup, on peut se dire qu'avec la quantité de taxes y étant appliquées, l'État français se fait un beau pactole. Lorsque le tabac rapporte cette somme aux producteurs, il rapporte 10 et quelques milliards à l'État. Ce serait une belle somme s'il ne lui en coûtait pas 47 milliards d'euros. Oui, 47 milliards. Entre les soins prodigués aux fumeurs, les campagnes de sensibilisation, les bénéfices n'existent pas pour l'État. Précisons que ces chiffres sont de 2010 et le coût à la dette publique ne fait qu'augmenter d'année en année. On est donc des vaches à lait fumeuses antipatriotiques. La culture et la vente de tabac est un quasi-monopole privé, puisque seules quelques sociétés sont autorisées à cultiver cette plante et à la vendre. Il y a bien des associations qui ont obtenu le droit d'en cultiver et qui se cassent le cul à le faire sans pesticides et ramasser à la main. Mais celles-ci ont une production plus chère et moins importante, fatalement. La possibilité de cultiver soi-même son propre tabs est envisageable et permet plus de bénéfices que de simplement apprendre à faire pousser des solanacées ou de fumer moins cher. Cela permettra d'éviter les nombreux ajouts d'additifs tels que les agents de texture ou de saveur. Car les clopes qu'on achète contiennent plus de saloperies nuisibles que le sénat. Ces substances rendent le tabac plus beau, plus facile à rouler, meilleur au goût. Et ce ne sont évidemment pas des choses à mettre dans nos poumons. En plus de leurs méfaits évidents sur la santé, leur aptitude à rendre le fait de fumer plus agréable et attractif incite encore plus à l'addiction. Bon, du coup, est-ce qu'on pourrait fumer de manière responsable ? D'un point de vue santé, non. Même du tabac bio, sans additifs, récolté à la main et roulé par des ouvriers heureux sera dangereux pour la santé. D'un point de vue économique, c'est quasi impossible aussi. Acheter du tabac dans d'autres pays ou sur le marché noir n'est que déplacer le problème. Il viendra quand même des groupes industriels corrompus dont on a parlé. D'ailleurs, le marché noir est organisé par ces mêmes industriels afin d'éviter les taxes et faire un plus grand bénéfice en plus de permettre à des ensembles criminels de se faire de l'argent. Il y a une seule solution économiquement, mais elle requiert du temps, de la place et une météo clémente. Cultiver son propre tabac. C'est long, difficile et ça demande une grande maîtrise de la pousse comme du séchage. Mais quel putain de cigare ça fait. Bon, au bout de plusieurs années de tests et d'expérimentation de séchage, c'est vraiment pas évident. D'ailleurs, on entend toujours dire que c'est illégal, mais c'est faux. Enfin, un peu. On a le droit de cultiver des plants de tabac, mais à la condition de ne pas en vendre. Il faut que ce soit pour sa consommation personnelle. La loi étant assez floue par rapport à ça, comme souvent d'ailleurs, je ne peux dire combien on a le droit d'en planter. Donc, on ne peut consommer du tabac sans conséquence. Même en l'achetant peu cher ou en le faisant pousser, on ne réduit que le problème économique. La contrainte sociale de ne pouvoir fumer qu'au détriment de notre entourage ne peut disparaître. Rémunérer des groupes d'enculés est quasi inévitable, mais surtout le danger en termes de santé est inhérent au tabac. On ne peut fumer sans. Le cancer est au tabac ce que la corruption est à la politique. Je crois qu'on en a fini avec le premier épisode de cette Narcopédia. J'espère ne pas avoir été trop chiant. Dans tous les cas, je vous souhaite de faire attention à vos poumons, narines et veines. Et à la prochaine, les accros du YouTube.